Bienvenue dans Team Up, votre nouveau podcast comics qui réunit les plus grands lecteurs de la Terre. À chaque émission, nous nous donnons la mission d'analyser une œuvre majeure du 9e art américain et vous donner envie, novices comme experts, de la lire, la redécouvrir, voire peut-être de la fuir. Je suis Beaumasque et pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à Batman, un long Halloween de Jeff Lubb et Tim Sale, sorti en 1996. Et pour ce faire, j'ai réuni la crème des détectives. Notre Batman, Wolf in Motion. Bonsoir. Et notre Robin, Chris de Comics Raise. Et c'est vrai que les collants me vont très très bien. Ah ça, quel petit cul. Messieurs, avant de solliciter vos connaissances, peut-être que certains auditeurs et auditrices ne connaissent pas le comics que nous allons aborder aujourd'hui, donc commençons par un petit pitch. Qu'est-ce que ça raconte, Long Halloween ? Gotham City est en guerre. Depuis plus d'un an, un mystérieux justicier baptisé le Batman s'attaque au crime organisé et met à mal les 3 familles mafieuses qui se partagent la ville. Les Vitti, les Maroni et l'empereur de Gotham, le Romain, alias Carmine Falcone. Malheureusement, les méthodes de Batman ne sont plus suffisantes. Alliés au lieutenant James Gordon et au procureur Harvey Dent, les 3 hommes les plus intègres de Gotham font alors un serment. Ensemble, ils mettront un terme au règne du Romain avant le prochain Halloween. C'est alors qu'entre en jeu Holiday, un tueur en série qui n'agit que lors des fêtes et qui semble viser la mafia de Gotham. L'enquête de l'année débute pour Batman et les lecteurs. Qui est Holiday ? Quel est son dessein ? Et faut-il croire en Gotham City ? Voilà. C'est beau, je vais chialer. Chris, Wolf, pourquoi on a choisi Long Halloween pour ce premier épisode ? Pour faire des vues, évidemment. Alors, effectivement, Batman savant, il n'y avait pas mieux que pour commencer une émission. Mais pourquoi précisément Long Halloween ? Parce que c'est une maxi-série, c'est-à-dire une série en 12 épisodes qui est complète, qui s'autogère, qui est donc assez facile d'accès, que ce soit pour des gens qui ont l'habitude de lire du comics ou pour des néophytes. Donc c'est plutôt une bonne porte d'entrée. Et puis parce que Batman aussi. Batman, tout le monde connaît Batman. Enfin, tu vois, ça fait un truc qui accroche facilement les gens, quoi, Batman. Je veux dire, même si t'es pas un spécialiste en comics, même si tu connais pas grand-chose en super-héros, généralement, tu connais plus facilement Batman que Animal Man ou je sais pas qui, tu vois. Donc, ça me semble être un produit d'appel assez intéressant. Oui, on va pas trop se mouiller si on affirme que Batman est le super-héros le plus populaire et le mieux adapté. Donc forcément, si tu dois te lancer dans les comics, tu vas généralement te diriger vers du Batman. En plus, bon, pour le coup, Batman, c'est probablement le super-héros le plus édité, j'allais dire en France, mais aussi aux US au final. C'est même ce qu'on pourrait reprocher à DC et peut-être Urban, c'est que trop de Batman, mais en même temps c'est celui qui vend le plus. Et pour le coup, ce récit, Long Halloween, c'est le plus disponible, j'ai envie de dire. Il est culte, donc constamment réédité dans de multiples formats. Et si vous devez en choisir un, je pense qu'on vous conseillera tous le format nomade. C'est un format poche, souple, pour 10€, trouvable dans toutes les librairies. Et personnellement, c'est avec ce format que j'ai redécouvert Long Halloween. Si vous êtes vraiment collectionneur dans l'âme, vous pouvez aller chercher les comics USA des années... non, je sais pas s'il y a une édition chez Comics USA, je crois qu'il y en a une, non ? C'est peut-être pas un long Halloween. Oui. Si vous aimez creuser dans les fonds de bouquinistes, c'est peut-être possible. Laissons leur fond en paix, s'il vous plaît, messieurs. En tout cas, Long Halloween, il s'est imposé assez rapidement dans notre recherche du meilleur comics pour débuter cette émission. Finalement, de tous les récits cultes Batman, c'est celui qui nous est venu le plus naturellement. Peut-être aussi parce que ça a été le plus adapté, récemment en 2 films d'animation, qui sont pas foufou, on va être honnête, mais si voilà, vous avez la flemme de lire le comics, vous savez qu'il y a 2 films d'1h30 à chaque fois, il me semble. Mais Long Halloween, il nous a offert aussi les 2 meilleurs films live sur le Chevalier Noir, qui sont... Batman Begins et Batman The Dark Knight. Et The Batman. Ah oui, et The Batman. Parce qu'en fait, en vrai, Batman Begins, ce serait plus Year One, qui... alors, il faut préciser un truc, c'est que Batman Long Halloween est un récit qui peut s'auto-contenir, c'est un récit complet, un peu indépendant, mais c'est dans l'âme la suite d'un autre récit culte de
Mark Miller, Frank Miller, Batman Year One, et donc on l'abordera forcément un jour, mais c'est censé du coup être Batman Year One, les débuts du Chevalier Noir, mais comme je le disais, on abordera ça une autre fois. On vous le conseille, donc je pense qu'on vous le conseille tous les trois de le lire, quoi qu'il arrive, mais peut-être même de le lire avant The Long Halloween. Mais bref, ça nous paraissait être l'histoire parfaite pour débuter ce nouveau podcast. Et puis on va pas se mentir, puisqu'on n'est pas loin d'Halloween, ça fait un petit peu sens. Exact, et en prime, on en reparlera à la fin, mais il y a une petite actu sur ce comics aux US. Maintenant, terreau surprise, qui c'est qui a écrit et dessiné Long Halloween? À en croire la couverture, c'est Jeff Lubb et Tim Sale. Mais bon, c'est ce qui est marqué sur la couverture, hein, on n'a pas de preuves. Hein, mais faudrait peut-être faire une enquête, du coup, comme Batman. Mais... Donc allez-y messieurs, Chris, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce scénariste légendaire qui est Jeff Lubb? Eh ben oui, Jeff Lubb. Alors Jeff Lubb, de son vrai nom, Joseph Lubb III, il est né en 1958 dans le Connecticut, une magnifique région que je n'ai jamais visitée. Et il a suivi des études de cinéma avec pour objectif de devenir scénariste. Voilà, jusque-là, il avait l'air sûr de son coup. Parmi les projets majeurs auxquels il participe au début de sa carrière, on peut quand même citer l'usine à punchline Commando avec Arnold Schwarzenegger, véritable chef-d'œuvre sculpté à même la testostérone des années 80, ou encore Teen Wolf avec Michael J. Fox. Là encore, il y a des poils, donc c'est cohérent. C'est par le biais du cinéma qu'il va se rapprocher du monde des comics, dont il est un fervent lecteur depuis sa jeunesse. On lui propose de commencer à travailler sur le scénario de différentes adaptations, notamment une adaptation de The Flash. Mais les projets ils vont rester sans suite et par contre, ça va quand même lui donner quelques opportunités, notamment celle d'écrire une mini-série sur les Challengers de l'inconnu, Challengers of the Unknown dans leur version originale. Si vous connaissez pas, Challengers of the Unknown, c'est une sorte de proto-Fantastic Four créé en 1957 par Jack Kirby et Dave Wood, avec une équipe d'aventuriers qui vont un petit peu affronter des événements paranormaux ou fantastiques. Voilà. Enfin, c'est plutôt de la science-fiction un peu à l'ancienne dans l'idée. La mini-série écrite par Lubb va sortir en 1991 et c'est à cette occasion qu'il collabore pour la première fois avec Tim Sale, justement, comme on raccroche les wagons. Ensemble, ils vont bosser donc sur un long Halloween qui nous intéresse aujourd'hui évidemment, sur sa suite Amère Victoire, sur son spin-off Catwoman When in Robe, mais aussi sur l'excellent Superman for All Seasons, dont on reparlera sûrement un jour aussi. Ça, c'est pour la partie DC Comics. Et chez Marvel, ils vont d'abord signer un crossover entre Wolverine et Gambit, vive les années 90, avant d'enchaîner Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey et Captain America White, les fameux Marvel Color. Que des classiques dont on reparlera aussi un jour. Et oui, ça fait beaucoup de promesses pour un premier épisode. À noter que durant les années 90, Jeff Lubb, il écrit la série consacrée à Cable chez Marvel et il participe également au méga crossover Age of Apocalypse en co-créant le personnage de Nate Grey alias X-Man. Voilà, ça c'est pour les vieux qui aiment bien les comics des années 90. Dans les années 2000, il va travailler sur la série Superman avec le dessinateur Ed McGuinness et ils vont aussi collaborer ensemble assez régulièrement puisqu'ils vont lancer la très bonne série Superman Batman. Puis ils vont ensuite créer le personnage de Red Hulk chez Marvel en 2005. Et Red Hulk, c'est pareil, on va bientôt le voir passer au cinéma d'ici peu. Avant ça, Lubb, il a quand même pris le temps d'écrire un autre incontournable des aventures de Batman, avec la saga Silence, dessinée par Jim Lee, qui reste encore aujourd'hui, à tort ou à raison, l'un des standards de la BD de super-héros et qui compte parmi les points d'entrée à l'univers de Batman, enfin du Batman moderne, si je puis dire. C'est un truc qui est quand même régulièrement conseillé pour les gens qui veulent lire du Batman. On va pas pouvoir lister tous ses travaux, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, des Fantastic Four à Supergirl, en passant par Wolverine, Ultimates ou même Nova. Il a même bossé sur la reprise de Fighting American par Rob Liefeld, il est vraiment dans tous les bons coups, le Jeff. Cela étant, il a quand même reçu de nombreux prix pour l'ensemble de sa carrière, donc 4 Eisner Awards, c'est quand même pas dégueulasse. Et puis Jeff Lubb, en tant que lecteur de comics, on pourrait l'oublier, mais c'est aussi, et parfois presque avant tout, un homme de télévision. Il a été impliqué dans la production de Smallville, de Lost, de Heroes et dans un bon paquet de séries télé tirées de l'univers Marvel, du dessin animé Avengers de 2012, qui était plutôt pas mal de mémoire, aux productions Netflix comme Daredevil, Jessica Jones ou Luke Cage. On peut dire qu'il a largement participé à façonner un petit peu l'image des super-héros d'aujourd'hui dans les comics, mais aussi à l'écran. Ce qui ne fait que renforcer son importance en fait dans la façon dont le genre super-héroïque a conquis le grand public. En gros, c'est parce que les gens ont aimé des séries produites par Jeff Lubb qu'ils vont avoir envie de lire des comics pour débuter.
débuter et que on va leur conseiller un comics écrit par Jeff Lubb. Donc c'est quand même une belle pirouette, hein. Le gars a bien calculé son coup pour se faire de l'argent. Voilà, bravo Jeff. Alors, question un peu piège, tu le définirais comment, le style de Jeff Lubb? Je sais, à vrai dire, je sais pas le style Jeff Lubb, tu vois, parce que, en gros, soit il utilise toujours un peu la même recette sur Batman, à base de je prends un vilain tous les mois et ensuite je fais un épisode avec ce vilain et on passe à la suite. Enfin, il le fait avec un long Halloween, il le fait avec Silence. Ou alors il fait, comme il fait avec Batman et Superman, du super-héros beaucoup plus classique, qui est très bien mené, qui est très bien écrit. Mais là, pour le coup, on est dans le super-héros popcorn, beaucoup moins profond et on est dans du pur divertissement qui, encore une fois, même s'il est maîtrisé de bout en bout, est totalement différent de ce qu'il a pu faire on va dire avec une approche de polar sur Batman, par exemple. Donc, je sais pas vraiment s'il y a un style Jeff Lubb, c'est une bonne question. Moi, j'arriverai pas vraiment à le définir, tu vois? Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit bien, mais qui peut un peu tout écrire et j'arriverai pas à tu vois, un mec comme Frank Miller, typiquement, tu vas dire: «C'est un mec qui fait du hard boiled, qui fait des trucs, un peu badass avec des personnages un peu cassés et tout». Jeff Lubb, j'arriverai pas à te déterminer vraiment sa façon de construire les univers. J'ai l'impression qu'il peut ratisser extrêmement large. C'est pour ça que c'est un vrai scénariste avec des encore une fois d'énormes guillemets, mais c'est son métier, c'est-à-dire qu'il sait écrire des histoires et du coup, il peut un peu écrire les histoires qu'il a envie d'écrire. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, Jeff Lubb, en fait, j'ai aussi cette sensation qu'il a eu un prime à ses débuts, mais surtout, il a bien profité de l'osmose des artistes avec qui il a collaboré. Par exemple, Jim Lee, mais surtout Tim Sale, avec qui il n'a quasiment jamais fait d'échec, quoi, qu'il a jamais vraiment foiré son projet. Malgré tout, c'est vrai que ces derniers comics n'était clairement pas aussi bon. Et j'ai un peu du mal à en voir en lui un vrai auteur avec vraiment des thématiques comme on pourrait voir avec d'autres scénaristes comme Jeff Lemire par exemple ou Frank Miller que tu citais un peu plus tôt. Et c'est vrai que vraiment ces derniers projets, les gens ont tendance à grincer les dents quand ils lisent ces comics un peu post-2000, là où tout ce qu'il a fait un peu avant, c'était considéré comme des classiques. Donc des fois, on peut vraiment se poser la question, est-ce que finalement, c'est pas ces collaborations avec les bons individus qui en ont fait un grand scénariste? Bah, pour ces comics post-2000, t'as une explication assez simple. C'est la mort de son fils. Il a perdu son fils qui était atteint d'un cancer. Ça a été une perte très longue, vu que la maladie a été assez horrible à vivre et il a mis énormément de temps à s'en remettre. Tu sens que ce soit Avenger vs X-Men, le prologue dont il s'occupe, c'est ultra bourrin et bas du front. Son run sur Hulk avec le Red Hulk, pareil, c'est très bas du front. Il a un peu repris le pied avec Nova, mais en faisant quelque chose de très teenage, de très solaire, de très gai qui lui a permis de remonter la pente, comme il le dit lui-même. Et après, il s'est vu offrir le poste pour Marvel TV et ça lui a permis un petit peu de quitter le monde des comics parce qu'il disait lui-même que vu que son fils était lui aussi auteur de comics, qu'il prenait plus trop de plaisir à écrire des comics, qu'il avait plus vraiment le goût à ça. Du coup, je pense que ça y a pas mal joué. Et du coup, après, il est retourné à ses premiers amours qui sont la télé. Et il a produit des produits moyens, d'autres très bons. Et voilà. Ouais, ça s'est d'ailleurs bien senti dans son projet très décrié Ultimatum, où grosso modo il assassinait tout un univers assez violemment. Et bon, c'est pas plus mal que tu aies abordé ce point-là. Parlons de l'autre auteur de Long Halloween, Tim Sale. Donc du coup, je te rends le micro, Wolf. Peux-tu nous présenter ce dessinateur qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années? Oui, tout à fait. Tim Sale, donc lui, il est né dans les années 50 à New York et très vite il va se passionner pour la bande dessinée au point qu'il décide de rejoindre l'école des arts visuels de New York. Il terminera jamais ses études et préférera partir pour suivre une formation avec John Buscema. C'était le grand artiste des années 70 qui a fait les Avengers, Thor, les 4 Fantastiques, Conan. Sauf que il a beau être un très bon illustrateur, du point de vue de Tim Sale, c'est un très mauvais pédagogue.
Donc notre Tim Sale, il est très déçu, que ce soit par l'école des arts, par son stage avec Buscema. Donc il rentre chez lui à Seattle et il perd tout espoir d'un jour travailler dans l'industrie des comics. Mais il tente quand même de se lancer dans l'auto-édition avec sa sœur et il publie Grey Archer Press, qui leur permet de publier leurs premiers comics. Et il sera repéré assez rapidement par l'auteur Robert Asprin pour adopter ses écrits de fantasy en comic book. Par la suite, il fait ses débuts vraiment dans la carrière pro, dans l'industrie pro, en travaillant sur le comics indépendant Grendel de Matt Wagner, qu'il a repéré. C'est suite à cette collaboration qu'il fera un nom et qu'il travaillera chez Marvel et chez DC. Tim Sale, c'est vraiment un nom qu'on associe énormément à Jeff Loeb, mais on peut aussi parler de ses premiers Batman qu'il fera à partir de 1992, avec Batman Legend of the Dark Knight, scénarisé par Robert Robinson, puis il enchaîne immédiatement, que ce soit en 93, avec Batman Legend of the Dark Knight Halloween Special, avec Jeff Loeb, qui lui mettra le pied à l'étrier, et après il passera énormément de temps à travailler avec Jeff Loeb, comme on a pu le voir avec Chris. Hélas, il va nous quitter à 66 ans en 2022 suite à une insuffisance rénale. C'est gay, hein? C'est très gai, mais bon, écoutez, merci tout de même Chris et Wolf pour ce petit point Wikipédia. Maintenant qu'on a perdu la majorité de notre audience, on va donner notre avis sur Batman Long Halloween. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce comics ? J'imagine que pour tous les deux, c'est une relecture, n'est-ce pas Chris ? Oui, tout à fait. Merci Beaumasque pour ce lancement extrêmement naturel. Oui, c'est une relecture parce que moi, je l'ai lu pour la première fois il y a des années. Et dès le début, j'ai complètement accroché. Alors moi, je suis assez client, je sais pas pourquoi, des histoires qui se passent pendant les fêtes et surtout les polars, hein. Ça marche toujours sur moi. Donc moi, si tu veux m'intéresser, me capter, tu zigouilles quelqu'un à Noël et ça marche direct. Moi, j'ai les deux pieds dedans. Tu adores le film Halloween, hein ? Par exemple, on est tout à fait là-dedans. Excellent exemple auquel j'avais pas pensé, pourtant c'est logique. Et du coup, en fait, un Long Halloween, c'est un super polar avant d'être une histoire de Batman. Et comme on en parlait tout à l'heure en off, en fait, le genre super-héroïque, il est assez peu présent. C'est avant tout une enquête, ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que c'est un très bon point d'entrée à la fois à l'univers de Batman, aux comics de super-héros et aux comics en général. C'est que même si le genre super-héroïque t'intéresse pas, même si tu te dis oh là là, Batman, c'est pour les enfants, etc. Enfin, t'as des a priori et t'as un peu de mal à passer à travers. En fait, quand tu lis un Long Halloween, c'est un polar. T'oublies un peu en fait que c'est une histoire de super-héros parce que c'est vraiment au second plan. Et du coup, en fait, ça démontre que les histoires de super-héros, c'est bien plus que juste des mecs en slip qui se bagarrent, quoi. Puis si t'es déjà, on va dire, un fan conquis de bande dessinée américaine ou de bande dessinée de super-héros, il y a de fortes chances que le Batman détective, c'est celui que tu préfères. Et au pire, si t'as vu, par exemple, justement, on disait The Batman, le Batman détective, tu le connais grâce au cinéma, donc tu seras pas surpris non plus. Enfin voilà, c'est typiquement le truc qui peut vraiment plaire à tout le monde, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas parce que c'est lisse et parce que c'est un peu facile, mais au contraire parce que c'est pensé, il y a toujours un angle en fait pour attaquer ce récit-là et s'y accrocher, quoi. En plus de ça, c'est une mini-série, donc ouais, en 12-13 numéros, je sais plus s'il y a un numéro d'intro ou je sais plus trop, enfin bref, 12-13 numéros. En fait, en si peu de numéros, tu as vraiment un panorama ultra riche de Gotham City, parce que tu as son écosystème politique, on va dire, avec la mafia, avec les élus, puis tu as toutes les figures locales, notamment les vilains de Batman, hein, qui apparaissent un peu tour à tour. Alors c'est ce que je disais, ça c'est un peu une recette que Jeff Loeb va réutiliser à l'avenir, mais là c'est la première fois donc ça marche bien. Et en fait, quand tu lis un Long Halloween, tu as vraiment un tour d'horizon de toutes les bases nécessaires pour appréhender l'univers de l'homme chauve-souris, quoi. Ce qui fait que une fois que tu as lu ça, tu peux un peu lire n'importe quelle histoire de Batman, tu auras forcément une partie des éléments. Alors, tu pas tout, évidemment, mais ça reste aussi un bon point d'entrée pour ensuite lire du Batman en général.
L'un des autres points forts, c'est le triangle dont tu parlais dans ton intro entre Batman, Gordon et Dent, qu'on va d'ailleurs retrouver dans le Dark Knight de Nolan, hein. C'est tout à fait la recette que lui va réutiliser ensuite, et qui résume, je trouve, assez bien les différents visages de la justice à Gotham. Il y a la façon dont elle est construite à la base, puis la façon dont elle peut être déconstruite et puis reconstruite de façon un peu monstrueuse. C'est vrai avec Batman, enfin avec Bruce Wayne plutôt, qui devient Batman, ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Et puis bah évidemment, là, dans ce récit-là, avec Harvey Dent qui devient double face, spoiler. En fait, c'est des personnages qui sont créés par leur environnement et qui vont ensuite eux-mêmes modifier cet environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, où quelqu'un est traumatisé par la ville de Gotham, puis à son tour, il va traumatiser la ville de Gotham. L'un des trucs vraiment forts aussi pour moi dans Allons Halloween, et là, tu vois, je m'en rendais compte à la relecture, c'est la tension qui est omniprésente et vraiment hyper bien maîtrisée. C'était, je sais pas, peut-être la troisième, la quatrième fois que je relisais la série en entier, j'en sais rien. Et ben je me suis réaccroché au truc, tu vois. Je suis retombé dedans et j'ai relu ça comme si je savais pas ce qu'allait se passer, quoi. Euh, donc c'est super agréable à suivre, que ce soit la première fois que tu le lises ou que tu l'aies jamais lu. Et puis, bah, enfin ouais, c'est vraiment bien maîtrisé dans le sens où tu sais jamais comment ça va tourner, quoi. Il y a toujours une petite tension qui te fait te dire, c'est quoi il n'y a pas forcément d'énormes twists, mais tu sais pas forcément dans quelle direction l'intrigue s'en va. Et ça, c'est pas toujours gagné. Et d'ailleurs, Wolf le disait, dans ce que Jeff Lubb a fait après, c'est moins vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé son Nova, par exemple, mais c'est du comics plus teenager, avec un truc très linéaire et une histoire calibrée pour être adaptée au ciné, quoi. Mais c'est pas du tout surprenant, et c'est pas du tout, il y a pas de tension à ce point-là, quoi. Et puis bah après, il y a aussi le trait de Tim Sale, hein, évidemment. C'est, j'ai envie de dire, parfait pour retranscrire un peu l'ambiance de film noir. Il joue avec les ombres, il joue avec les éclairages un peu lointains, un peu tamisés. Ça convient parfaitement à l'univers nocturne de Batman, quoi. Genre Batman, il vit la nuit, et donc par définition, il se cache dans l'ombre, et il a l'éclairage public qui est toujours un peu foireux à Gotham et tout. Euh, et puis il a aussi une faculté qui est pas très courante, qui va être de rendre ces personnages vraiment super expressifs, tout en ayant un style extrêmement minimaliste. C'est ce qu'on va retrouver, tu vois, genre chez tous les artistes qui jouent un peu avec le clair-obscur, comme Mike Mignola, Darwin Cook, puis à la base un peu chez Alex Toth. Moi j'ai tendance à dire que c'est un peu le père de cette approche-là dans la BD américaine. C'est ce côté où, avec des personnages extrêmement simples visuellement, et souvent des grandes zones de noir, des grandes zones d'ombre, eh ben, ils sont quand même ultra expressifs, et tu comprends tout de suite ce qu'il a envie de faire, enfin, ce qu'il ressent et ce qu'il a envie de te faire transparaître à travers ses dessins, quoi. Euh, je vais conclure avant d'être trop long, mais pour moi, c'est sûrement l'une de mes histoires préférées de Batman. C'est peut-être même ma préférée. Et tu vois, bah là, en la relisant, ça s'est confirmé, quoi. C'est-à-dire que je trouve toujours ça aussi génial après X relecture, et malgré que je sache comment ça va se terminer, quoi. Mais on parlera de la fin un peu plus tard, je crois. Ouais, bah, je pense que c'est un peu le propre des grandes œuvres. Quand t'as beau l'avoir maté ou lu des dizaines de fois, t'arrives quand même à être repris dans le récit et à t'attendre à une fin différente, quoi. Je vais rebondir vite fait sur un point sur Tim Sale, parce que c'est vrai que j'avais pas prévu spécialement d'aborder ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur son style qui nous manque, et je pense que c'est peut-être... Je me pose la question, est-ce que c'est son meilleur travail, Long Halloween, ou est-ce que c'est Spider-Man Blue ou For All Season? En tout cas, c'est vraiment un Batman qui laisse pas du tout indifférent, avec, comme tu dis, ces cara design totalement fous, ce Joker avec une dentition surréaliste, et un trait qui rappelle un peu parfois Tim Burton, tu vois. Je sais pas si tu... Alors, je parle pas de Tim Burton le réalisateur, mais vraiment Tim Burton le dessinateur. Ouais, ouais. Vraiment, il te prend des personnages, et rien qu'au dessin, tu comprends la personnalité, l'enjeu la psychologie du héros, du vilain. Et là, pour le coup, pareil, on ressent vraiment un gros travail des ombres qui rappelle beaucoup Frank Miller avec Sin City, clairement, et ça se ressent encore plus dans ces scènes de meurtre, parce que les scènes de meurtre d'Holiday sont toujours composées de la même façon. C'est du noir et blanc, c'est pas aucune bulle, c'est silencieux, et c'est très brutal, et t'es à chaque fois pris avec à chaque fois juste une toute petite touche de couleur qui est Holiday, qui est donc un tueur en série qui à chaque fois frappe durant les fêtes. Eh ben, s'il va frapper à Noël, il va laisser un petit sapin
ou à la Saint-Valentin, un petit cœur, une boîte de chocolat, je ne sais plus, mais toujours ce petit truc un peu ironique, en mode ouais, je viens de massacrer plein de personnes, et hop, voilà, ça n'a rien à faire ici, mais bonne fête les amis. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, Wolf, sur Team Sale? Sur Team Sale en lui-même, bah ouais, pareil que toi, c'est vrai que son trait, où il va vraiment très maler les personnages différemment, les tordre et tout, son Joker en est un parfait exemple. C'est vraiment subjugant, je veux dire, quand tu vois son épouvantail, je pense que c'est l'un des épouvantails qui fait le plus peur qu'on peut voir en bande dessinée. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est la qualité de ces doubles pages, parce que on n'en a pas encore parlé, mais il y a des splash pages, donc des doubles pages vraiment dingues. Et la qualité aussi des couvertures, parce que les couvertures, ils sont partis sur un choix fou, c'est-à-dire c'est un titre Batman, on va quasiment jamais montrer Batman, on va montrer un objet qui représente le mois en question, et le vilain qu'il y a dans l'épisode du mois. Et c'est toujours représenté d'une manière très fine, avec des chauves-souris cachées à différents endroits. C'est un travail de dingue, et elles sont toutes géniales, quoi. Assez minimaliste. Assez minimaliste en plus, oui. Wolf, qu'as-tu pensé de ce long Halloween? Est-ce que ça a été une relecture pour toi? Alors, pour moi, ça a été une relecture. Et petite anecdote, un long Halloween, c'est mon premier comics Batman en librairie. J'avais lu quelques Batman en issue VO à l'époque lors de No Man's Land, et donc là c'était mon premier comics Batman librairie. Et en plus, c'était un cadeau d'une ex qui, à l'époque, détestait les comics et les jeux vidéo et me disait « Je ne t'offrirai jamais de comics ni de jeux vidéo ». Et à Noël, elle m'avait offert l'Absolute de The Long Halloween chez Panini Comics. Comme quoi, j'ai eu un comics Batman, et ça m'a poussé à après acheter Silence, d'autres choses, et voilà. Et à me lancer un petit peu plus dans le côté DC des comics. Du coup, un long Halloween, oui, et ben c'était ma première relecture en fait. Je me suis rendu compte que je l'avais jamais relu. J'avais refeuilleté vite fait parfois, mais jamais vraiment entièrement relu. Et ça a été très prenant. Faut dire que Jeff Loeb a tendance à créer énormément de fausses pistes dans son enquête, et elle fonctionne très bien. À tel point que je me souvenais de certains éléments, mais pas de tous. Et qu'il y a certains petits twists, surtout à la fin, qui m'ont fait « Ah oui, c'est vrai !» Donc, comme quoi, ça marche bien. Comme quoi, tu ne te doutes pas, tu pars sur une piste, et puis en fait, c'est « Ah ben non, c'est pas ça !» Et en fait, il va très bien jouer avec ceci. Je vais rebondir, sur un petit élément dont vous avez parlé. Vous avez parlé du triangle Harvey Dent, Batman et Commissaire Gordon. Même si Jeff Loeb lui-même, dans les textes qui accompagnent les différentes versions, parle, lui, de Quatuor, vu qu'il dit que, pour lui, Bruce Wayne est un personnage différent de Batman, on peut souligner que c'est un récit de Batman, mais où Bruce Wayne est quand même pas mal présent aussi, surtout au début. Sur la fin, un peu moins, mais au début, il est quand même pas mal présent. Et en fait, le thème du triangle va se retrouver énormément dans le titre. Je me suis rendu compte, parce que en fait, dès le début, on va avoir une confrontation entre Catwoman, Batman et Falconet, et en fait, très souvent, quand il y a des éléments comme ça va souvent par trois. Il y a quelques contre-exemples avec le Joker, par exemple, mais typiquement, quand Batman va se battre avec l'épouvantail, ça va être l'épouvantail et le chapelier. Quand Batman et Harvey Dent vont s'en prendre à Falconet, ça sera tous les trois, via l'argent qu'ils font brûler. Le niveau le triangle revient très souvent. Poison Ivy va s'en prendre à Catwoman avec Bruce Wayne, et en fait tu te rends compte que le trio fonctionne souvent. Tout au cours de l'histoire, c'est souvent des trios qui reviennent. Et c'est un élément plutôt intéressant, parce que dans le comics, c'est plutôt opposition 1 contre 1, bien contre mal, ou alors équipe contre équipe. Et c'est vrai que du
1 contre 2, c'est plutôt rare, et ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que ça permet d'avoir le point de vue de plusieurs personnes en même temps. C'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Chose qui m'a aussi étonné lors de ma relecture, c'est le rôle des femmes chez Loeb. Le rôle des femmes dans son histoire. En fait, il n'y a pas de demoiselle à sauver. Au contraire, par exemple, c'est Catwoman souvent qui vient sauver Batman. Que ce soit la sœur de Falconet, que ce soit sa fille, qu'on voit apparaître plus tard. En fait, il n'y a pas vraiment de demoiselles en détresse, c'est des femmes fortes, qui sont en plus souvent dans des positions importantes. Et c'est quand même dingue de se dire qu'au début des années 90, avoir un comics comme ça, alors qu'on était plutôt dans les nanas bien roulées, où il faut qu'on montre le plus de choses possible, c'est quand même plutôt pas mal. Et pareil, l'intervention des vilains, elle est quand même super bien pensée, parce que c'est vrai que tu te dis, Poison Ivy, pour la Saint-Valentin, ça paraît évident. Mais d'un autre côté, en fait, on te l'a fait apparaître au moment de la Saint-Patrick, parce que c'est vert. Et il y a plein de petits éléments comme ça qui sont plus ou moins bien trouvés, auxquels tu penses pas forcément dès le début. Et je trouve que le tout fonctionne plutôt grandement bien. Et pour revenir sur un élément dont parlait Chris, oui, on voit tout l'écosystème de Gotham, mais on voit surtout un changement qui est assez important. C'est qu'en fait, dans le Batman Year One de Miller, en fait, on te montre que Gotham est gangréné, mais il est gangréné en fait par la mafia, par la criminalité dite normale. Alors que, qu'en gros, c'est Batman un long Halloween, c'est le tournant où les freaks sont en train de plus en plus prendre le contrôle de Gotham, où même la mafia est obligée de les utiliser pour pouvoir arriver à ses fins. Et on te fait comprendre via le Joker qu'en gros, non, bientôt, ça sera plus que les fous furieux qui vont contrôler Gotham. Ils vont détruire la mafia et c'est eux qui deviendront les chefs de Gotham. Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Et toujours dans les points qui m'ont un peu fasciné et que je trouve très intéressant, c'est la relation de Batman avec Gordon. Parce que c'est vrai que à travers la plupart des séries, des films, on a soit un Gordon qui est un peu bêta, soit un Gordon qui est un peu en admiration devant Batman et qui va être prêt un petit peu à tout lui accorder. Là, on voit un Gordon qui est vachement très méfiant, qui est le premier à le faire comprendre à Batman. Mais c'est peut-être parce que vous êtes là que tous ces gens bizarres, tous ces gens costumés, ils arrivent dans notre ville, qui lui parlent du fait qu'il faut pas franchir la ligne, qui est pas mal d'éléments comme ça. En fait, vraiment, Gordon a vraiment un rôle très important. À la limite, je trouve que celui qui est vraiment très sous-utilisé dans l'histoire, ça serait Alfred, qui sert quasiment à rien. Mais c'est vrai que la relation Batman, Harvey Dent et Gordon est vraiment excellente. Ouais, j'avais carrément oublié Alfred. Il y a une scène qui me revient, une scène de procès où il balance une petite pique au tribunal que j'ai trouvé bien sentie, bien anglaise. Oui. Après, c'est vrai que c'est un peu le grand oublié, mais il y a tellement de personnages dans cette histoire que il fallait quelques sacrifices, malheureusement. Tu as aussi la scène de la Saint-Valentin où ils viennent au manoir Wayne et où il fait le petit pitch en mode « Comment va votre femme ? Vous lui avez acheté un cadeau, en fait ?» Que j'ai trouvé aussi très... voilà, prends-toi ça dans la gueule, Gordon, va aller acheter ton cadeau et dégage de là. C'est ça, au lieu d'enquêter sur mon maître, va plutôt t'occuper de ton mariage, sachant que t'as trompé ta nana dans Year One. D'ailleurs, vous parlez de Year One, comme ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est que moi, Year One, c'est une histoire que j'aime pas tant que ça. Pourtant, Miller-Mazzucchelli, c'est un duo que j'aime beaucoup, notamment sur Daredevil. Mais étrangement, Batman Year One, c'est pas du tout un truc que je vais recommander aux gens, c'est pas un truc que j'ai spécialement envie de relire, ou ça m'a pas marqué plus que ça, et c'est pas... je préfère 100 fois un long Halloween, tu vois, à Year One. Et même si chronologiquement on peut lier les deux, j'ai tendance vraiment à séparer les deux dans les trucs que que je considère comme même si c'est un classique de Batman factuellement, tu vois, mais c'est pas un classique pour moi, tu vois, c'est pas un truc que j'aime relire ou dont j'aime parler, donc c'est un peu marrant, tu vois, je les mets pas du tout sur le même plan, étonnamment. Ouais, bah, alors pour le coup, moi j'ai bien fait mes devoirs parce que sachant que Long Halloween
est une suite à Year One et que Year One est très court, c'est juste 4 épisodes, ça se lit très rapidement et ça se lit très bien. J'ai d'abord lu Year One et juste après Long Halloween. Et alors moi j'aimais beaucoup Year One jusqu'à présent et je l'ai encore plus apprécié. J'ai redécouvert des petits éléments, mais ça m'a permis d'encore plus aimer Long Halloween parce qu'on retrouve quelques éléments par-ci par-là. Tu retrouves certes, il y a une continuité tout simplement. Alors que pourtant Year One c'est 9 ans avant Long Mm. Halloween, donc il s'est passé des choses. Mais il a eu le temps de devenir canon. Pareil, on l'a pas abordé, mais Long Halloween est arrivé, c'est quand même un certain retcon des origines de Double Face, par exemple, et de toute cette période-là, et c'est devenu canon par la suite. Alors retcon, je ne sais pas si on a besoin d'expliquer le terme, mais grosso modo, les comics ont une continuité, et c'est un auteur qui, après X années, va décider de changer un élément du passé, et qu'à partir de là, bah, les autres auteurs devront se baser là-dessus pour leur récit. Mais ouais, Year One, toujours très très bon. Pour le coup, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à aborder, sinon je vais enchaîner directement avec mon avis. Non, écoutez, donnez votre avis, Beaumasque. Nous attendons l'avis de Beaumasque. Oui, nous t'écoutons, Beau Masque. Et bah pour le coup, Long Halloween, pour moi aussi, ça a été une relecture, mais jusqu'à cette relecture, c'était une déception pour moi. Alors, j'imagine qu'à l'époque, j'en attendais beaucoup trop, parce que je savais que c'était un récit culte, que c'était important, et spoiler, il l'est. Je vais pas finalement dire à nos auditeurs et auditrices, bah non, laissez tomber, on vient de faire 1 heure d'émission pour rien. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas reçu la claque que j'espérais. Entre-temps, je suis devenu un homme, j'ai maté Le Parrain, donc forcément, j'ai découvert des références que font Lubb et Sale à ce film grandiose. Et surtout, l'un des premiers comics que j'avais possédé, que j'ai lu, c'était Batman Silence, du même Jeff Lobb. Et je pense qu'en fait, à l'époque, il avait biaisé mon jugement. Parce que, en fait, Silence de Lobb, il reprend exactement le même schéma que Long Halloween. C'est-à-dire un Batman qui enquête sur un nouvel ennemi, tout en affrontant le best-of de ses antagonistes. Sauf que bah, Silence, qui est sorti après Long Halloween, hein, je le précise, c'est dessiné par Jim Lee. Et Jim Lee au dessin, bah, on a du super-héros à 200%. Ce qui n'est pas le cas de Long Halloween, comme tu le disais, Chris. C'est un polar avant tout. C'est Agatha Christie au pays du parrain, mais où bah, Hercule Poirot, bah, il fait de la muscu et il se déguise en chauve-souris. Et à l'époque, je pense que j'étais pas prêt à ça. Je m'attendais vraiment à autre chose. Et du coup, bah, cette relecture, avec tout ce contexte et surtout bah, des attentes différentes, ça a changé la donne. J'ai aimé tout cet aspect de Batman qui chasse des super vilains liés à une fête, comme bah, Poison Ivy pour la Saint-Patrick, comme tu disais, Wolf, ou le Joker qui est vraiment le Grinch de Noël. Ça fonctionne super bien, mais en fait, ça m'a pas tant passionné que ça. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce récit, comme on le disait, c'est le trio Gordon, Dent, Batman. Alors, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais voilà, les voir prendre tous les risques pour renverser Falcon, choper Holiday, qui est vraiment un mystère angoissant pour eux. Ça dure toute une année. Normalement, Batman, il chope un vilain en quelques nuits, quoi. C'est pas censé durer 1 an. Et en plus, ils ont des problèmes de couple tous les trois. Ils commencent à se détester, à se soupçonner mutuellement. Et vraiment, j'ai adoré ce trio. Et j'avais limite un regret de savoir que bah, c'était l'âge d'or pour eux et qu'on on les reverra jamais réellement ensemble, quoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur Dent. C'est peut-être l'un des personnages que j'ai le plus apprécié suivre. Je l'ai trouvé vraiment ultra bien écrit. Mais ça m'a rendu un peu triste parce qu'en fait, Dent, je trouve que Double Face, une fois passé sa chute, bah, ça devient un mafieux comme un autre et il est pas si intéressant que ça. Alors, relire Amère Victoire, peut-être que ça va changer un peu la donne. Il y a un autre point qui a vraiment fait que j'ai adoré ce récit, et c'est peut-être ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est suivre bah, ces différentes familles mafieuses. Les Vitti, les Maroni, les Falcone, où en fait on vit, comme tu le disais Wolf, leur chant du cygne. Il y a vraiment ce truc de Year One, c'est Batman qui affronte des mafieux, et il commence à engrainer des gens. On le voit à la fin du récit, il y a Catwoman qui débarque, le Joker est teasé. Là, il se passe 1 an, et voilà, il y a déjà plein de nouveaux ennemis qui sont apparus, un peu bah, les frics, quoi. Et pendant que Holiday est en train de buter les Falcone et les Maroni, et bah, on voit petit à petit, ils sont assez discrets au début du récit de Long Halloween, prendre le contrôle de Gotham, et donc on sait très bien que bah, l'Empire du Romain, une fois qu'il sera abattu par Batman, Gordon et Dent, c'est tragique, mais ça va devenir le royaume des fous costumés.
Et vraiment, en fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus savoureux dans cette histoire. C'est voir justement la vraie naissance du Gotham City qu'on connaît dans tous ces comics, dans toutes ces séries animées. Vraiment, ce moment crucial cette année qui a tout changé. Donc voilà, c'est un polar que j'ai trouvé très solide. On va revenir sur la fin tout à l'heure, parce que j'ai quand même un petit point à aborder là-dessus. Mais ça a vraiment été un plaisir de relire tout ça et d'admirer le style de Tim Sale qui est vraiment grandiose, quoi. Tiens, je rebondis sur le style de Tim Sale. Il y a un truc aussi qui m'a saisi, c'est les couleurs. La Oh palette, oui. elle est vraiment ultra réduite. C'est quasiment que des couleurs froides, trois quarts du temps. C'est très atypique, je trouve. Bon, maintenant on a un petit peu plus l'habitude dans l'univers de Batman, mais c'est vrai que vraiment jouer sur si peu de couleurs et tout, c'est un truc qui m'a vraiment ressaisi à la lecture. Et au passage, on va saluer le travail du coloriste qui s'appelle Gregory White, qui est effectivement très bon travail. Et je pense que c'est pas le même pour Amère Victoire, parce que je l'ai feuilleté et on n'a pas du tout cette palette de couleurs. Ah, peut-être. Moi, je voulais juste revenir du coup sur Silence, parce qu'on a évoqué plusieurs fois Silence. Et c'est vrai que, tu vois, avec le recul, moi, quand Silence est sorti, j'étais un jeune lecteur de comics, tu vois, c'était vraiment le. Puis c'était un événement, quoi. Jim Lee sur Batman et tout, c'était un vrai truc, un vrai délire, quoi. Mais avec le recul des années, Silence se relie quand même beaucoup moins bien. Alors, Jim Lee au dessin, on est d'accord, c'est du pur super-héros américain, voilà, il y a aucun problème. Mais sur le scénario, déjà, c'est un peu plus bancal, c'est un peu plus référencé aussi. C'est-à-dire que dans Silence, tu as quand même des pistes qui t'amènent vers le passé de Batman. Et en fait, on le présente souvent comme un bon point d'entrée, mais qui découvre Batman et connaît déjà Jason Todd et ce qui lui est arrivé, ça, en fait, peut-être pas tant de monde que ça. Donc, je trouve que c'est moins facile d'accès aujourd'hui. Alors, ça reste un truc qui est plutôt quali, hein, globalement, quand même, ne serait-ce que pour la partie graphique. Mais je conseillerais peut-être, je sais pas, 100 fois plus de lire un long Halloween que de lire Silence, quoi. C'est vraiment un long Halloween, ça passe vraiment tout seul. Et encore une fois, c'est ultra accessible en comparaison, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, Batman Silence, c'est vraiment le deuxième comics Batman que j'ai lu de ma vie. Et j'étais très Pareil, jeune. pareil. Et pour le coup, je sais pas si un jour on se fera une émission sur Batman Silence, probablement. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes plus axé super-héros, lisez Batman Silence. Si par contre vous aimez plus le côté détective polar, foncez sur Long Halloween. Alors, vite fait, moi, de mon côté, il y a, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction que peut avoir Jeff Lobb en miroir. C'est-à-dire qu'il va utiliser des phrases qu'il va réutiliser très souvent. Le je crois en Harvey Dent, je crois en Jim Gordon. C'est des trucs qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, c'est ce qui est repris dans The Dark Knight, hein, avec le badge pour voter pour Harvey Dent. Et ça marche très bien. Surtout après, quand ça part à volo, comme t'as dit, et que, au contraire, il dit je ne crois plus en Harvey Dent ou ce genre de choses. Ça marche vraiment du feu de Dieu. Et il le fait beaucoup avec certains éléments comme ça, et à chaque fois, ça te fait des moments un petit peu solennels de Batman, et ça marche vraiment bien. Oui, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais remarqué, c'est arrivé vers la fin du récit, je me suis dit, attends, mais tous les personnages, ils sont passés, que ce soit Gordon, Harvey Dent, Gotham City, mais pas Batman. Ouais. Et il arrive peut-être au meilleur moment, ce je crois en Batman. Et par le personnage qui peut-être, justement, est le plus à même, qui le mérite le plus de le dire, quoi. S'il y avait un personnage qui devait dire je crois en Batman, c'était bien celui-ci pour apporter une petite touche d'espoir. Et pareil, toujours pour souligner la qualité d'écriture, euh, c'est pas vraiment un spoiler. À un moment, Batman se retrouve face à énormément de sa galerie de vilains. Et il fait une comparaison avec le travail de son père. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien pour la médecine, et ça marchait très bien pour ce combat. Et te montrer la méthode de pensée de Batman face à un tel combat où il y a tellement d'ennemis, où il faut être partout en même temps, et de voir que il réfléchit ses coups. Je m'attaque d'abord à Grundy, puis après je m'attaque à machin, puis après à lui, et en dernier à machin, parce que je sais que c'est le moindre danger et tout. À chaque fois, la scène, quand je la revois, t'es là, tu te fais, ouais, bon, ok, c'est de la baston. Et en fait, non, tu vois que c'est vraiment beaucoup plus millimétré, beaucoup mieux pensé,
que trois quarts des comics où il y a du combat qu'on peut lire de nos jours, quoi. C'est une scène, à chaque fois, elle me sidère, quoi. Pour finir, Long Halloween, c'est un polar, et justement, cette enquête, on ne va pas spoiler la fin, mais on va quand même discuter de cette fin. Est-ce que on a apprécié ce twist final? Je vais commencer. Pour moi, c'est vraiment toute une séquence que je trouve bien mise en scène, un twist qui, au premier abord, est ultra malin. On peut parler de double twist, mais il y a toujours ce truc que ça brise ma suspension consentie d'incrédulité. Parce que quand il réfléchit, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. C'est impossible. Quand tu essayes de revenir un peu en arrière sur certains meurtres, je ne comprends pas comment Holiday a pu agir ainsi. C'est très compliqué d'en parler sans divulgacher, mais vraiment il y a ce côté, ce twist, au final ça gâche une excellente BD. Là où par exemple Silence, du même Jeff Lubb, je trouve que le twist final renforce un récit qui était peut-être un peu faible sur la fin. Par contre, je sauve un truc, c'est vraiment cette case vers la fin où Dent brise le quatrième mur façon les énigmes de Mickey avec ce côté. Alors les lecteurs, vous avez deviné qui est Holiday? Et rien que pour ça, à la limite, bon, allez, ça peut sauver un peu cette fin un peu cracra à mes yeux, quoi. Wolf, est-ce que tu as un peu plus apprécié cette fin? Oui, moi, beaucoup, parce que donc du coup, ça marque vraiment la fin donc de l'ère mafia entre guillemets de Gotham City, et puis les révélations autour d'Holiday, moi je trouve qu'elles sont très ouvertes à interprétation. Oh, et puis allez, je dévoile à tout le monde, c'est le majordome avec la matraque dans la bibliothèque. Voilà, on s'en doutait tous. Très discret. Voilà pourquoi Alfred n'était jamais là. Non, mais ouais, c'est vraiment ouvert à interprétation, et je trouve que en fait, c'est le summum de Jeff Lubb, c'est-à-dire de chapitre en chapitre, il a réussi à nous mettre des fausses pistes, et sa fin est une énorme fausse piste parce que on peut comprendre les choses de 2-3 façons différentes et qui peuvent avoir du sens. Donc du coup, en fait, ça permet... c'est toujours un petit peu con de pas apporter une vraie réponse au lecteur, mais ça permet de laisser un petit peu son imagination travailler, et parfois c'est pas plus mal. Et dans l'ensemble, ça apporte une belle morale à Batman, ça change pour les années à venir la relation que Batman a avec Gordon, ça change à jamais la relation qu'il a avec Dent, ça change aussi un petit peu la relation qu'il a avec Catwoman. Et donc en fait, ça explique pas mal de choses dans l'univers de Batman. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment une fin qui est tout à fait satisfaisante et qui a, malgré tout, le fait que je connaisse le comics m'a à nouveau surpris. Donc pour moi, ça a coché toutes les cases, c'est bon. Et quant à toi, Chris? Eh ben moi, écoute, je suis plutôt Team Wolf. Je trouve que la fin est assez intéressante. Alors effectivement, elle est peut-être un peu tordue, dans le sens où si on commence à chercher à rationaliser, il y a sûrement des choses qui ne collent pas. Peut-être, c'est possible. Mais en même temps, comme je le disais, pour moi, ça colle bien à l'idée de cette ville qui transforme les gens, qui les pousse à devenir quelqu'un d'autre, et puis qui transforme, enfin voilà, je trouve que ouais, c'est cohérent, on va dire, avec ce que Jeff Lubb raconte tout au long de l'histoire sur cet environnement qui interagit avec ses personnages et sur ces personnages qui, après avoir été transformés par l'environnement, retransforment l'environnement. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là un peu où ça reste cohérent pour moi. Donc j'ai envie de la laisser un peu en mode fin ouverte, à base de on n'a pas toutes les réponses et on les aura sûrement jamais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis satisfait en fait. Ah, effectivement, si tu essayes de vraiment rationaliser le truc, peut-être qu'il y a des choses qui collent pas. Et du coup, tu vas me gâcher ma lecture et ça m'embêterait, quoi. Voilà. En tout cas, je pense que voilà, on recommande tous tout de même Long Halloween. Oui, lisez un long Halloween. Tout à fait. Que ce soit au moins pour une première lecture ou alors à posséder, c'est vraiment un titre à avoir. Bon, avant de conclure, on va quand même parler d'un fait important, c'est que Long Halloween, c'est un one-shot, mais c'est aussi le début d'une saga, vu qu'en fait, suite à cet énorme succès, Jeff Lubb et Tim Sale ont fait quand même pas mal de suites. On vous conseille évidemment
de vous plonger juste après sur Amère Victoire, qui est lui aussi disponible en Urban Nomad si besoin, mais aussi d'autres récits comme Catwoman à Rome, donc un one-shot qui est un peu un spin-off qui se passe en parallèle d'Amère Victoire sur, vous l'avez deviné, Catwoman qui est en vacances à Paris. Buenos Aires. Mais il se trouve qu'après plusieurs années de Batman, on va même parler de plusieurs décennies, le duo s'était reformé en 2021 pour un petit one-shot, un spécial qui se passe après Amère Victoire et qui revient un peu sur les conséquences de Long Halloween, qui n'a pas été publié en France pour le moment, il me semble, mais qui va sûrement le finir en 2025 parce que Jeff Lobb va revenir dans cet univers pour le conclure avec The Last Halloween en septembre. Donc ça va commencer en septembre en VO. Alors on n'a pas trop d'infos sur ce que ça va raconter. Est-ce que surtout ce sera aussi bien, sachant que Tim Sale évidemment ne sera pas de la partie. J'allais dire, est-ce qu'on sait qui dessine du coup Là on va avoir en fait un best-of des meilleurs dessinateurs de chez DC actuellement, avec notamment Marc Chialero, Eduardo Risso, du Chris Samney, du Cliff Chang, et on va pas tous les citer, ils vont être très nombreux, et le temps d'un épisode, donc forcément ça va apporter une autre atmosphère. En fait, on va dire que généralement ça passe ou ça casse, malheureusement souvent ça casse ce genre d'exercice. Et a priori, ce sera en 10 épisodes. Ah, merci. Très bien. Enfin, quelqu'un d'efficace dans cette équipe. C'est marqué sur la couverture. Hein. Ouais, écoute. Hein. Et quand même. Ah, il y a du Marini aussi. Ah. Ah ouais. C'est vraiment la foire à la saucisse, quoi. Et tout le monde. Voilà qui conclut ce premier épisode de Team Up sur Batman Long Halloween. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre et donner vos retours sur les réseaux sociaux. Merci Chris, merci Wolf d'avoir répondu au Team Up Signal. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Moi, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux partout, Christup, et puis sur Substack, évidemment, où je continue d'écrire des trucs sur des comics bizarres qui n'intéressent personne. Voilà. Et ben moi, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, avec The Wolf, et surtout sur YouTube, sur la chaîne Wolf in Motion, où je vous parle toujours de comics et de cartoons. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Beaumasque ou Accès Comics, vu que c'était mon ancien pseudo. Et sur YouTube, Beaumasque aussi. Voilà. On se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec une nouvelle équipe pour vous parler de... est-ce qu'on leur donne un petit indice ? Si tu veux, ouais. Tu veux donner quoi comme indice ? Je sais pas, donnez-leur un mot et on verra s'ils arriveront à trouver. C'est un... Mime. Excellent indice. D'accord, je l'ai même pas moi-même. Donc, allez, bon courage les détectives, la bise, adios. See ya. Alors là, je vais vous lire le petit synopsis. Il va y avoir un peu de montage, j'imagine, une petite musique et ainsi de suite. Je pensais que ça serait une petite brioche, moi. Petit pitch, mais bon. J'ai hésité, ouais. Je sais pas s'il y a un générique pitch, tu vois. Pitch, mon pitch. Ça serait vraiment incroyable de mettre ça au milieu, mais bon. Ce serait très kitsch, mais écoute, ça peut fonctionner.